Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là dans cette belle salle. Je vais un peu lancer les festivités, puis ce sera Lise qui prendra la relève et Adèle. Donc pour un sujet pareil, évidemment, on ne pouvait être que des femmes. On n'a pas fait exprès, je vous assure, on a cherché des hommes, et sur un sujet pareil, avoir des hommes, c'est parfois complexe. Mais à vue de nez comme ça, on est presque à la parité, donc c'est plutôt bien. Donc sur la question de la ville a-t-elle un genre, donc on a voulu ce titre parlant. Et puis moi je vais d'abord introduire le sujet en ayant un regard un peu large en fait sur le sujet et finalement sur la manière de questionner nos pratiques et nos représentations du territoire avec ce regard féminin, ce regard au féminin. Tout d'abord, je vais dire merci au Centre culturel de Tubize qui nous accueille. Je dois dire que cette collaboration, elle est vraiment très efficace, très amicale, et c'est un rendez-vous qu'on appellera d'autres. Je remercie aussi le Brabant Wallon, la Wallonie qui nous soutient dans nos activités, mais également la Fédération Wallonie-Bruxelles, et bien entendu l'équipe du Centre culturel, Sophie notamment qui est là, l'équipe technique aussi du Centre culturel de Tubize, évidemment, qui nous accompagne dans les dimensions techniques et communication. C'est essentiel pour la bonne tenue des choses. Alors, je démarre avec cet espace, vous le reconnaissez évidemment. Espace public, d'abord, on va d'abord se questionner sur les définitions. C'est quoi un espace public? C'est un terme qu'on connaît tous, mais il y a peut-être d'abord et avant tout se questionner sur ce que c'est, sur la définition. Sur les définitions, vous avez vu qu'on a mis un S. Alors, quelque part, c'est assez simple. Dans espace public, il y a deux termes, espace et public. Jusque-là, vous me suivez. Quand on parle d'espace, en fait, on parle vraiment d'un lieu qui a une certaine configuration, qui a une forme qui va rendre le lieu plus ou moins lisible. Donc la lisibilité d'espace, c'est un premier élément fondateur quand on parle d'espace public. Un autre élément, ça va être la dimension, ou les dimensions, les formes que peut avoir cet espace. Vous voyez dans les petits dessins que ça peut être d'une manière ou d'une autre, ça peut amener finalement une ambiance, un lieu complètement différent. Quand on parle d'espace, on parle de trois dimensions, largeur, profondeur, mais aussi hauteur, parce qu'un espace, évidemment, est délimité par les bâtiments qu'il y a autour, des bâtiments ou autre chose, en fait, qui donne une troisième dimension à l'espace. Et on parle aussi, de manière générale, de la quatrième dimension de l'espace, qui est la notion du temps. Et la notion du temps, elle est importante. Deux images, je pense, assez évocatrices de cette notion du temps. Évidemment, quand on parle d'espace public, et par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, la question notamment de la lumière, du temps dans lequel se déroule notre déambulation dans l'espace, le jour, la nuit, évidemment, on parle d'enjeux fondamentaux vis-à-vis de notre sujet. Ce premier élément de définition nous amène déjà 4 éléments fondamentaux de la définition dite théorique. Je déteste ce terme-là, mais on va s'entendre. Il y aura 6 éléments. Les 4 premiers éléments, c'est l'idée de se dire que l'espace, il fait partie d'un maillage beaucoup plus important, donc d'un maillage de réseau. Un espace public, c'est aussi un espace qui dessert des immeubles et des fonctions autour. Troisième élément, c'est que c'est un espace qui est approprié, qui est pratiqué selon une série de règles que le public, au sens large, définit. Quatrième élément, un espace public, il est accessible à tout moment, élément fondamental, et il est accessible librement. Cette notion de librement, de liberté, elle est assez fondamentale et elle nous amène finalement au deuxième terme de espace public, donc la notion du public. Alors là, il y a énormément de choses à dire, je ne ferai que 5 éléments frustrants. Donc espace public, dans public, il y a vraiment cette idée de dire que c'est à tous, pour tous, et j'aurais même envie de dire avec tous. Et donc il y a aussi, intimement lié à ça, la question de l'appartenance à un lieu. Quand on pense à une place du village, ça nous évoque tout de suite des choses, on se sent appartenir à quelque chose. Et donc lié à ça, il y a vraiment la question d'identité. Puis l'espace, en fait, l'espace public nous amène finalement un rapport au lieu qui peut être à la fois dans l'intime, donc le rapport à soi, mais qui questionne aussi le rapport à l'autre, qu'on va plutôt appeler l'extime. Et puis,
Autre élément fondamental, c'est que l'espace public, c'est un bien commun, ça nous appartient à tous, et on a tous, quelque part, un devoir de protection et de soins par rapport à ça. Et c'est aussi un espace de parole. Les Grecs nous l'ont bien dit au travers de la notion d'agora. Voilà, vous sentez bien qu'il y a énormément de choses là derrière, mais je dois aller vite. Deux autres éléments donc, de cette définition, c'est donc un espace public, on va le définir comme étant aussi un lieu accessible à tous, sans discrimination, et c'est un lieu qui est conçu et aménagé pour accueillir une large palette d'activités de la vie publique. Alors, donc, quand on parle d'espace public, on parle d'une diversité de lieux, donc des espaces physiques, des rues, des places, des lieux de passage, des croisements, des rencontres, des lieux de rencontre, de rassemblement. C'est aussi un lieu hautement symbolique, c'est aussi un lieu qui a une dimension sociopolitique. Et donc, on a vraiment la sphère publique où circulent, l'espace public c'est ça, des idées, mais aussi des affects. Néanmoins, tout ça c'est bien beau, mais néanmoins, aujourd'hui, l'espace public, il subit une série de crises, une série de changements. Il y a quand même pas mal de choses qui se cristallisent au niveau de l'espace public. Et on va ici les définir on va avoir une approche sur deux volets. Un premier volet qui est le volet urbain, sur le plan urbain. On a vraiment une dualité entre un espace qui est pensé, la plupart de nos lieux en fait qu'on fréquente ou qu'on a en tête, c'est pensé vraiment dans un urbanisme fonctionnel, donc finalement un urbanisme d'ingénieur, de fluide, urbanisme de réseau, et puis se confronte à ça, notre désir à tous ici, sans doute, d'avoir des villes plus relationnelles. Relationnelles, la relation à l'autre, la relation au vivant d'une manière générale, la relation aussi aux ressources naturelles qui nous entourent. Donc, premier élément de cet état de crise, avec ces frottements. Deuxième élément, ce sera sur le plan sociopolitique, avec aussi beaucoup de choses à dire que je dois résumer en 4 phrases micro. Un, c'est la fragmentation des espaces publics. On a des lieux qui sont de plus en plus fragmentés et cette fragmentation amène une série de tensions. On a aussi des espaces publics aujourd'hui avec des bulles de personnes qui sont de plus en plus hermétiques, qui sont de plus en plus en conflit, pas nécessairement partout, je ne veux pas non plus noircir le propos, mais voilà, c'est un phénomène qu'on doit vraiment avoir conscience et ne fût-ce qu'observer. On a un espace public qui est aussi dominé par les intérêts privés. Pensons aux plages, au marché de Noël, etc. Ce sont des démarches privées et donc qui envahissent quelque part de plus en plus nos espaces publics. Et enfin, sur le sociopolitique, 4 éléments, c'est la question de la surveillance. Et bon, l'actualité, évidemment, nous interpelle par rapport à ça. Et donc, la question peut-être de la surenchère de la surveillance qui, en tous les cas, nous handicape sur notre capacité à vivre ensemble. Alors, ça, premier élément assez théorique, je vous l'admets. Passons maintenant à un deuxième élément, c'est les types d'espaces publics. Alors, les espaces publics, en fait, ils sont hyper nombreux. Si on avait le temps de faire un petit tour de table, je suis sûre que vous parleriez de la place du village, la place de Tubize, de la rue XY. Mais en fait, les espaces publics, c'est plein de choses différentes. C'est des avenues, c'est des boulevards, c'est des sentiers, c'est des allées, c'est des carrefours aussi, c'est des abords d'écoles, des abords de centres culturels. Et donc, on a vraiment une diversité, et cette diversité, il y a 36 façons de les trier, en fait, d'en faire une typologie. Mais 3 éléments clés, il y a la question des profils, et donc des largeurs d'espace public. Il y a aussi la question du contexte. Quand on parle d'une rue dans un centre ou dans un village, évidemment, on ne doit pas évoquer les mêmes enjeux. Et puis, il y a aussi la diversité des composants. Donc, ce qui compose l'espace public, le mobilier, les plantations, les matériaux, etc. Donc, on voit déjà que si on faisait un tableau à triple entrée, pour se amuser, un tableau à 28 entrées, on voit qu'on est devant des espaces qui prennent des formes et des pratiques complètement diverses. Alors, dans cette diversité d'espaces publics, l'enjeu n'est certainement pas de lister, mais c'est d'avoir conscience qu'on est devant une multiplicité d'enjeux. Et un élément important, c'est de pouvoir différencier l'espace public et le domaine public.
Je m'explique. L'espace public, en fait, quand on parle, en tous les cas dans sa dimension spatiale, il se définit de façade à façade. Il se définit en fonction de ce que je vois. C'est pas en fonction de ça appartient à la commune, à la région, ou ça appartient à monsieur ou madame. Donc c'est pas une question de propriété, c'est plutôt une question de visibilité bien plus. Donc dans la petite photo que vous voyez ici en bas, l'espace public, il est bien de façade à façade. Les petits jardinets qui sont devant, ils sont bien, en fait, domaine privé, mais quelque part, ils appartiennent à tout le monde. Et donc, l'importance, en fait, de ce rapport entre le privé et le public, c'est ce que je vois, et quelque part, ce que je donne à voir, moi, en tant que privé, à tout le monde. Autre exemple, avec le smiley qui s'impose, selon moi, c'est cette urbanisation qui est pourtant neuve. Je tairai le lieu pour ne pas avoir de procès. Mais ce lieu, évidemment, il est nouvellement conçu et on a oublié, en fait, là, que l'espace public, c'est du façade à façade, c'est ce que je vois. Et donc, on est dans une confrontation qui est quand même assez désolante d'un jardin, le lieu qui est par excellence le lieu de l'intimité de la famille, qui se retrouve confronté à le tout public, finalement, et en plus, une voirie motorisée. Autre élément, c'est la notion de fonction. À quoi sert l'espace public? Et la notion d'usager et d'usage. Donc c'est la question du qui et du quoi. Alors dans les usagers, évidemment, sans doute que vous avez tous ce réflexe-là, de se dire qu'il y a les PMR. PMR, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Mais il faut voir plus large que ça quand on parle des usagers, donc des personnes. 2-3 chiffres qui parlent d'eux-mêmes, à mon sens. 13% de la population est en situation de handicap chez nous. 13%. On est 50 ici, plus de 10 personnes. 80% des handicaps sont invisibles. Ça aussi, c'est quand même interpellant. 10% des adultes ont des difficultés de lecture et d'écriture, chez nous y compris. Et plus de 40% de personnes est à mobilité réduite. Comment ça, 40% de personnes en chaise roulante? Mais évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, vous m'avez suivi. Alors, la notion de PMR, petit schéma que je ne détaillerai pas, mais enfin, pas dans son ampleur. Le camembert, la partie bleue, ce sont les personnes qui ont un handicap physique, c'est sûr, mais aussi mental. On a aussi, dans ce petit camembert, 17%, c'est simplement des personnes de 65 ans et plus, qui, à un moment ou à un autre, d'une manière plus ou moins forte, peuvent avoir un ralentissement de leur autonomie et de leur mobilité. Donc quand c'est ça, c'est que finalement, réfléchir l'accessibilité des espaces publics pour tous, ben c'est indispensable en fait pour plus de 15% de la population. C'est en fait nécessaire pour un tiers de la population et c'est aussi confortable pour tout le monde. Donc c'est quand même une clé super importante de penser cette accessibilité d'une manière générale. Je vous parlais de fonction. Il y a en fait 3 grandes fonctions dans l'espace public. Et ça, je pense que s'il y a un élément à retenir, je pense que c'est celui-là parce qu'il me semble fondamental. Première fonction de l'espace public, c'est se déplacer, simplement. À pied, en vélo, en voiture, en bus, etc. C'est sans doute celle dont on pense en premier chef. Deuxième fonction, c'est desservir, évident. L'espace public, c'est pour desservir des logements, c'est pour desservir aussi des écoles, c'est pour desservir un abribus. Et vous voyez dans les petites images que je vous mets là, la façon de le faire, évidemment, va raconter plein de choses différentes sur les lieux. Troisième fonction, c'est le séjour. Fonction fondamentale, on pensera aux places notamment, mais c'est beaucoup plus large que ça. La fonction de séjour, c'est se poser, c'est jouer, c'est prendre le soleil, c'est attendre le bus. Alors, tout l'enjeu, ça va être de rechercher un équilibre, en fait, entre ces fonctions. 3 images qui nous rappellent, qui nous projettent un peu dans l'histoire. Avant, finalement, pas si longtemps que ça, l'espace public, il remplissait, il englobait ces 3 fonctions naturellement. On travaillait, on se déplaçait, on papotait dans la rue. Puis petit à petit, en fait, on a séparé les choses, à la fois les fonctions et à la fois l'espace, avec l'apparition notamment du trottoir, qui est quand même assez intéressant, parce qu'on a quand même un déclic là, dans l'aménagement des espaces publics, jusqu'à avoir finalement
une place de plus en plus importante à la fonction de déplacement, telle que la photo des années 80 vous le montre. Et donc, on a finalement, au fur et à mesure du temps, la fonction se déplacer qui a pris vraiment, la priorité sur les deux autres. Donc on est aujourd'hui, et je pense que toutes les personnes qui travaillent un peu sur les espaces publics recherchent ça d'une manière ou d'une autre, de retrouver un certain équilibre entre ces trois fonctions fondamentales. Alors, cet équilibre, c'est dans le fait de l'équilibre au niveau des déplacements, il y a un principe maintenant qui est quand même acquis, c'est qu'on va donner priorité aux piétons, ensuite aux deux roues, aux transports en commun, puis enfin la voiture. Et donc, les aménagements des espaces publics, on va les penser avec cette logique-là. C'est devenu presque réglementaire, donc ça fait vrai. Dans cette fonction du séjour, on va réfléchir, de la desserte, pardon, on va réfléchir, c'est toute la question du stationnement, évidemment, hein, qui reste une question quand même compliquée à résoudre. Mais voilà, il y a des solutions aussi pour trouver cet équilibre entre un stationnement et les autres fonctions de l'espace public, dont la fonction de séjour. Il y a aussi tout un travail qui se fait de plus en plus, avec des éléments de plus en plus intéressants sur la desserte des équipements. Et puis il y a aussi tout le travail sur la desserte des écoles. Maintenant, non seulement on travaille le permis d'école, mais on travaille aussi des rues scolaires en tant que telles. Et enfin, sur la fonction de séjour, petit schéma qui vous montre qu'on a listé là une série de jeux qui peuvent se jouer à la fois ou dans un parc ou dans la rue. Et en fait, on voit ce que cette enquête montre, c'est que la plupart des jeux, en fait, peuvent se jouer dans la rue, sauf un jeu qui est les balançoires dans cette enquête. Et donc, en fait, se dire chaque fois, je vais aller jouer avec mon gamin dans le parc, en fait, si on aménage les rues, si on pense les rues davantage comme ça, peut-être que nos rues, elles peuvent remplir beaucoup plus que ce qu'on ne le croit et beaucoup plus que ce que l'espace le permet aujourd'hui, remplir cette fonction fondamentale du jeu. Et le jeu, c'est évidemment les enfants, mais en fait, c'est un peu nous aussi. Et il y a quelques exemples maintenant qui commencent à se multiplier et c'est assez heureux. La petite image que vous voyez en haut, c'est une balançoire qui est à côté d'un abribus. C'est pas mal finalement, se balancer en attendant le bus, c'est quand même plus sympa que d'être en dessous d'un abribus un peu glauque. Et puis dégager les rues, c'est aussi pouvoir trouver des moments festifs entre amis. Voilà, pour la petite introduction, je vais laisser maintenant la parole à Lise, qui va rentrer un peu dans le cœur du sujet. Je ne faisais que de l'introduire. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir vous déplacer. Je suis très contente de partager ce moment avec vous. Donc, un grand merci aussi à la Maison de l'Urbanisme, au Centre culturel, de m'avoir invitée ici ce soir. L'idée, c'était surtout de partager mon expérience en tant que praticienne de l'urbanisme et aussi vous partager des exemples, surtout bruxellois, puisque je travaille à Bruxelles. Donc, très rapidement, la présentation, comment elle va se passer? Donc, je vais me présenter le bureau pour lequel je travaille, donc ERU Urbanisme en l'occurrence. Ensuite, je vais quand même prendre le temps d'introduire les notions de genre et de ville. Et ensuite, on va finir par des exemples assez concrets, comme je vous le disais, donc surtout à Bruxelles, un petit peu à l'étranger. Donc moi, qui je suis? Donc Lise, voilà, je suis architecte de formation, mais pour moi, je suis surtout urbanisme en tant que praticienne avec plus de 10 ans d'expérience maintenant sur le territoire bruxellois. Je me suis spécialisée surtout dans les processus participatifs. Donc pour moi, j'avais vraiment un attrait pour la ville puisqu'elle soulève beaucoup d'enjeux liés aux pratiques sociales. Et moi, ce qui m'importe, c'est surtout que l'aménagement urbain, comme je le dis ici, n'est pas seulement une question d'espace, mais bien de lien, d'expérience et d'appropriation collective. Donc, ce qui m'importe dans mon travail, c'est vraiment d'aller observer, surtout écouter les usagers et usagères et traduire en fait leurs besoins quotidiens en fait, et donc gérer surtout des processus participatifs, comme je disais, avec une variété d'acteurs. Et donc créer aussi plein d'outils méthodologiques assez didactiques
et aussi traiter les questions environnementales, mais aussi d'inclusion, qui sont des sujets assez transversaux dans les projets urbains que je mène à l'ERU. Donc l'ERU, c'est quoi? C'est un centre d'études et de recherche urbaine. C'est un bureau d'urbanisme opérationnel et durable. Donc ça faisait vraiment écho avec les valeurs que je disais, où il y a vraiment cette envie de travailler pour une ville à échelle humaine et où on place l'habitant et les habitantes au centre des projets urbains. À l'ERU, on a vraiment 3 axes transversales dans nos projets. Il y a la ville qu'on appelle ressources, donc ce seraient les projets liés à l'environnement, les projets pour une ville plus inclusive, donc somme toute des visions à chaque fois très transversales, mais on a beaucoup de projets dans les contrats de quartier. Je vais vous en exposer un tout à l'heure. Les contrats de quartier donc, qui intègrent des processus participatifs et donc une ville aussi vivante. On a 4 champs d'expertise. Donc très brièvement, on fait à la fois des études, des recommandations, mais aussi des montages de projets. Et c'est là où on va faire de l'accompagnement pour des projets participatifs. Mais on fait aussi de la programmation et des plans, règlements et chartes. Voilà, ça c'était pour le petit coup de pub pour l'urbanisme, et comme ça vous situez aussi ce pourquoi, enfin là où je travaille actuellement et les projets que je vais vous présenter après. Mais rentrons dans le sujet, donc le cœur du sujet, le genre et la ville. On va commencer par le commencement, un peu sur les définitions, parce que c'est toujours important de tirer un peu au clair, c'est quoi le genre, la différence entre genre et sexe. Donc pour bien situer, le sexe c'est le sexe biologique en fait est vraiment le sexe assigné à notre naissance, donc ça va être lié aux facteurs biologiques comme je disais, donc nos organes génitaux, clairement on va nous imposer, nous dire un sexe voilà, soit masculin, soit féminin, avec une vision assez binaire. Par contre l'identité de genre, ici c'est vraiment une expérience beaucoup plus individuelle et personnelle, et elle peut correspondre ou non à notre sexe biologique. Alors là, on va un pas plus loin sur l'expression de genre, où là, c'est vraiment l'extériorisation de notre identité de genre. Donc c'est un peu notre manière, on va voilà, s'habiller, avoir un nom, un pronom, comment on va le montrer au monde extérieur. Et ensuite, l'orientation sexuelle ou amoureuse, c'est plutôt au niveau de l'attirance sexuelle, donc envers les personnes du même genre ou non. Voilà, je voulais aussi signaler qu'en effet, le spectre de l'identité en fait est multiple et peut même être évolutif au cours de notre vie. Mais quand bien même, finalement, notre société, elle va quand même nous imposer un genre quand même lié au sexe biologique. Et donc, en fait, c'est là où genre et sexe vont un petit peu s'entrecroiser. Et ce qu'on peut appeler, finalement, en fait, le genre, c'est ce qu'on pourrait appeler le sexe social, pour un petit peu conclure cette sociologue qui dit cette phrase assez simple. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le genre en fait c'est vraiment cette construction sociale, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'elle engendre aussi plusieurs stéréotypes, puisqu'on va aussi attribuer des caractéristiques propres selon le genre. Donc en fait on va voir aussi que ce grand concept est né d'une bicatégorisation de 2 groupes entre les hommes et les femmes, et c'est cette hiérarchisation liée à des caractéristiques sociales qui vont engendrer, comme je vous le disais, des stéréotypes ou même des inégalités. Alors là, attention, ce sera la minute choc, de chiffres choc, puisque pour un peu montrer cette différenciation, en fait, c'est important de dire qu'actuellement, il y a encore des grandes différences entre les hommes et les femmes. Donc, bien que finalement, au sein de la démographie, donc il y a vraiment une parité égale, hein, on est 50-50 entre les hommes et les femmes. Et pourtant, par exemple, le nombre de postes de bourgmestre, donc pour prendre un exemple d'un poste où là, finalement, on va avoir un niveau de pouvoir élevé et de responsabilité, et bien là, tout d'un coup, pouf, on va se retrouver entre plus ou moins 20% des femmes contre 80% des hommes, ceci dans toutes les régions. Un autre exemple, la part d'emploi à temps partiel. Dans l'emploi total, là on est 12 contre 32, donc là on peut voir qu'il y a 3 fois plus de femmes qui finalement sont à temps partiel. Donc ça explique, le fait aussi s'explique par du fait que donc, les femmes ont souvent plus sont à la charge des enfants par exemple, et donc ont moins de temps, se mettent plus facilement à temps partiel.
Aussi, par exemple, les familles monoparentales, justement, sont, comme je disais, plus souvent donc, pour les femmes avec la charge de l'enfant. C'est encore des grosses caricatures, mais en même temps, c'est aussi bien de se remettre en condition, même si on sent que c'est pas, on n'est pas concerné voilà, comme tel personnellement. Aussi, si on voit à l'échelle de la population, eh bien, c'est vraiment les chiffres qui sont existants, qui montrent une tendance. Donc, par exemple, ici, là, on rentre un peu dans les sujets liés à la ville déjà. Donc, les femmes belges qui ont déjà été victimes d'harcèlement en rue, pouf, quasi 100% en fait. Donc, je pense qu'on a tous et toutes été victimes une fois. Ça peut être même juste un regard ou verbalement. Et voilà, c'est quasi la 100%. Là, les femmes architectes en fait, qui sont inscrites à l'ordre, ça c'est aussi, ça prouve quelque chose. Donc en fait, souvent dans les écoles, on voit qu'il y a, c'est quasiment la parité où il y a même plus de femmes, mais finalement quand après elles doivent soit avoir un bureau à son nom, enfin avoir plus de responsabilités, ben là c'est tout de suite un peu plus complexe. Donc là on est clairement, il y a moins de femmes d'hommes qui sont inscrites aussi à l'ordre. Les déplacements à vélo, on n'y pense peut-être pas, mais ça c'est pareil, c'est pas quelque chose de si facile pour les femmes d'avoir accès donc, à la mobilité douce. Donc en fait, il y a plusieurs freins, hein, je ne vais pas tous les citer ici, mais ça peut être aussi juste le fait de ne pas se sentir en sécurité, de juste pas avoir eu l'apprentissage ou bien d'autres caractéristiques encore. Le fait de ne pas pouvoir facilement avoir les connaissances pour réparer son vélo, enfin, que sais-je. Voilà, il y a plein de choses qui expliquent. Un autre chiffre phare, le nom des rues. Là, c'est très clairement une minorité vraiment infime. Il y a 7% de noms de rues qui sont attribués à un nom de femme, si ce n'est pas d'objet d'homme. En tout cas, ça, on peut se dire aussi que c'est dommage pour un peu avoir une meilleure représentation ou se sentir un peu plus légitime dans la rue. Voilà, c'est pas la majorité encore une fois. Donc il y a tout un site qui est Equal Street Name qui répertorie vraiment, ils mettent ça à jour. Donc ça c'est super chouette pour voir un peu l'évolution. Il y a d'ailleurs 0,05% un nom transgenre. Mais c'est bien beau, voilà, tout ça, de vous parler du genre, mais c'est quoi le lien avec la ville? Eh bien, je voulais vous introduire un petit peu le lien, justement, très intimement lié entre les pratiques sociales et spatiales. Et comme l'a introduit Bénédicte, donc l'espace public en est un très bon exemple, puisque l'espace public doit appartenir à tout le monde, mais finalement, on peut voir aussi que parfois, il n'appartient à personne ou un peu moins de monde, puisqu'il faut se l'approprier, hein, il n'est pas public tout seul comme ça. Donc en fait, c'était pour montrer aussi que l'espace public est le produit d'une construction sociale, et en fait, la manière dont il va être aménagé va être liée à la manière dont nous on va l'utiliser, et à l'inverse aussi, ça vaut à l'inverse, puisque nos comportements, enfin tout ça va conditionner aussi, tout ce qui est pratique sociale va conditionner la manière dont on va l'utiliser. Pour être un peu plus clair, est-ce que tout le monde fait les mêmes choses dans l'espace public? Donc si on est un homme ou une femme, peut-être qu'on n'a pas la même manière d'appréhender l'espace. Il y a cette phrase que l'anthropologue Chris Blash dit « les hommes occupent, les femmes s'occupent ». Ça c'est assez véridique dans le sens où il y a eu des études qui montraient voilà, que les hommes sont plus facilement à même de flâner dans la rue, de séjourner, alors que les femmes avaient des comportements beaucoup plus fuyants. Étaient souvent en mouvement, étaient aussi accompagnés dans la rue voilà, et se posent beaucoup plus de questions au moment où il faut s'arrêter, s'asseoir quelque part. On a tout plein de choses qui nous viennent en tête. Est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce qu'on est vu par quelqu'un? Voilà, donc on n'a pas aussi... Il y a tout le psychisme qui est lié, encore une fois, entre les caractéristiques, enfin les comportements qu'on peut avoir et l'espace. Ici, un autre exemple, donc la manière de se déplacer. Il y a eu des études qui montraient aussi que les hommes et les femmes ne se déplacent pas de la même manière. Il y avait pour les hommes des trajets beaucoup plus directs entre le travail et le lieu de résidence, alors que la femme va faire toute une chaîne de déplacement beaucoup plus complexe. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle est beaucoup plus facilement à la charge des enfants ou des personnes âgées. Elle va faire tout un cercle. Voilà, elle va aller chercher les enfants à l'école, elle a des activités, aller faire les courses. Voilà. Donc là aussi, c'est assez révélateur.
Et pour montrer des exemples là plutôt sur l'aménagement physique en tant que tel, ça peut jouer aussi à des petits détails, des petites choses qui vont faire que ce soit excluant pour plusieurs personnes. Donc ici c'était pour mettre des choses assez impactantes. Donc ça peut être juste une signalétique par exemple qui va être très binaire. On va aussi mettre les espaces de linge pour changer les enfants que dans les toilettes des femmes. Pourquoi ? Il y a aussi tous les mécanismes pour les sans-abri. Donc ça aussi c'est des petits détails qui font la différence. Pour contrebalancer, ces exemples-là sont plutôt inclusifs justement, donc il s'agit parfois juste de mettre une petite rampe sur un escalier pour qu'on puisse passer en poussette. Il y a aussi toute la thématique sur la ville à l'échelle des enfants, donc là c'était un bon exemple où le feu était à la hauteur de l'enfant. Et pour le banc, à l'inverse de la photo précédente, ici il peut justement accueillir tout type de personnes et accueillir vraiment tout corps divers et varié. Petite photo, un peu choc sur le fait qu'en fait on pense en tant qu'aménageur vraiment à concevoir tout, mais il y a aussi l'expérience du vécu. Donc parfois on pense à vraiment designer un chemin, mais en fait on a aussi des expériences beaucoup plus personnelles. On va utiliser de manière plus informelle l'espace, donc c'est aussi important de laisser des espaces libres d'usage. Donc Bénédicte parlait justement de tous les usages variés qu'on peut avoir dans l'espace. L'aménagement ne fait pas tout, il y a l'expérience personnelle. Et pour un petit plongeon dans l'histoire, parce que je pense que c'est important aussi de retracer le parcours, de se questionner en fait qui a construit nos villes et pourquoi on hérite de toutes ces traces du passé, puisqu'il faut aujourd'hui justement tout déconstruire. Et bien il y a cette phrase de Yves Rebaud, qui est un géographe du genre, qui a écrit cette phrase un peu choc aussi: la ville est faite par et pour les hommes. Donc ça c'était son ouvrage Égal à égal en 2015. Il a vraiment montré plusieurs exemples où ici je vous ai remis 3 grandes périodes phares. Donc ici on plonge dans les années 50-60 où on témoigne un peu cette photo avec que des hommes à cravate qui vraiment planifient la ville à vol d'oiseau. C'était pour planifier donc tout un quartier ici à Liège, mais en fait c'est le cas de plein de cités en Europe à cette époque-là. Donc c'est l'époque après-guerre. Et en fait, il faut bien se dire que finalement, il y avait une vision très binaire aussi, avec cette division où les hommes étaient dans la sphère publique et étaient là pour aller faire le travail qu'on appelle productif, donc qui est rémunéré, qui est économique, alors que la femme était plutôt reliée à la sphère privée pour un travail qu'on dit reproductif, qui lui est non rémunéré. Donc c'est vraiment la femme qui était au foyer, qui devait s'occuper des enfants, encore une fois, et des personnes âgées, mais qui n'étaient pas rémunérées. Donc il y avait un peu ces deux visions-là, qui a aussi construit ces villes avec le zoning qu'on appelle. Et donc c'était des zones où il y avait la partie résidence, la partie bureau, commerce, qui était plus loin. Et donc les femmes aussi avaient moins accès, avaient moins de mobilité pour aller vers des services de proximité. Et encore une fois, étaient vraiment recluses dans les espaces de résidence. Juste aussi pour rappeler niveau historique, donc les femmes avaient le droit de vote juste en 1948. Donc là, en effet, elles étaient clairement absentes sur la sphère politique et aussi donc dans la planification. Mais heureusement arrivent les années 70-80 où là il y a eu plusieurs vagues féministes et en fait c'est grâce aussi à plusieurs militantes qui ont commencé à s'interroger sur ces pratiques très stéréotypées de la planification urbaine et ont revendiqué le droit à la ville. Et donc vraiment on prouvait aussi que l'espace public n'était pas neutre comme on voulait bien le faire croire, puisque finalement il n'était pas le fait d'être neutre, on masquait un petit peu le fait qu'il était pensé au masculin, comme je montrais précédemment. Et donc ici, elle dénonçait cette vision du reproductif et productive avec l'urbanisme en zoning pour aller plutôt vers une ville égalitaire. Il y a Jane Jacob qui est une Canadienne militante et qui a vraiment été très loin dans sa pensée et a aussi influencé pas mal de monde à travers le monde sur les 10 pensées d'une ville égalitaire. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Passons à la troisième période où là on arrive
plus ou moins à aujourd'hui, donc c'est des années 90 à 2000, où là il y a eu plusieurs études directement liées au genre et à la ville, avec notamment Eva Kyle, donc c'est vraiment une pionnière dans les questions de genre. Et donc ici, il y a eu plusieurs géographes, urbanistes, sociologues voilà, qui ont pensé une ville plus de proximité. Et aussi un petit chiffre clé, en 2007, il y a eu la Charte européenne pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et suite à cela, nous allons vers une ville plus égalitaire aujourd'hui, avec plusieurs plans, mais je vais passer très rapide. C'était pour montrer aussi qu'après ces études sur le genre, il y a eu aussi des plans urbanistiques. Ici à Bruxelles, il y a eu le plan en faveur de l'égalité, qui a donné toute une liste d'actions en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, voilà, qui touchait de manière assez transversale, mais de près ou de loin l'urbanisme. Ensuite, à Vienne, donc, comme je le disais avec Eva Kyle, c'était vraiment une ville où il y a eu le premier bureau des femmes, et en fait, elle a créé ce projet pour intégrer le genre, qui est vraiment un service au sein de l'administration communale, et donc ça a amené à tout un manuel sur le genre et la ville, avec plein d'exemples très concrets. Je passe vite dans d'autres pays, donc d'autres influences. À Montréal, il y a eu tout un axe sur l'aménagement sécuritaire, donc c'est lié à tout ce qui était violence des femmes et des enfants dans la ville, et donc elles ont créé aussi les premières marches exploratoires avec ces principes, en disant aussi que si une ville était plus sécuritaire pour les femmes, elle serait pour tout le monde également. À Paris, il y a eu ces manuels assez récents, donc ils en ont sorti 3 de 2016 à aujourd'hui, avec plein d'indicateurs en fait, pour construire une ville égalitaire et des exemples très concrets sur l'espace public. Aussi en Espagne, un autre exemple, voilà le collectif Ponsis, qui est vraiment un collectif qui travaille sur la ville féministe avec vraiment cette idée de la ville de proximité pour créer en fait à l'échelle des quartiers comment rendre accès justement à tout un réseau d'équipements. Mais par contre, une phrase quand même importante que je veux signaler, c'est qu'il n'existe pas non plus une formule universelle toute faite. Donc c'est pas l'idée de créer tout un catalogue de solutions tout préconçu, donc voilà, pour avoir des exemples parfaits pour une ville égalitaire. Non, en fait, il faut adapter chaque contexte aux besoins spécifiques et surtout selon les personnes. Donc quelques petits leviers d'intervention en guise de conclusion avant de passer aux exemples concrets. Un peu ce qu'on a vu, donc ce qui peut être important, c'est vraiment d'avoir cette analyse genrée des espaces, donc avoir des statistiques pour objectiver les constats, avoir des budgets aussi pour vraiment chiffrer ces problématiques, vérifier que voilà, on fait des projets qui favorisent tout le monde de manière égale. Avoir des politiques sensibles au genre, en fait les inscrire clairement dans des documents contractuels, donc ça peut passer par des cahiers de charges, vraiment le plus en amont possible du projet, ça c'est très important. On va le voir avec les projets que nous on a menés aussi à l'ERU, donc notamment les formations aussi, continuer à sensibiliser, enfin passer par la sensibilisation aussi c'est très important, c'est un premier pas, c'est ce qu'on fait aussi ensemble ce soir. Et aussi avoir des mécanismes de processus participatif pour justement veiller à répondre aux besoins, comme je disais, de manière très pointue sur les habitants-habitantes selon le contexte. Et ensuite, finalement, aussi avoir une créativité dans l'aménagement pour sortir surtout des standards et aller vers de plus en plus ouvrir le champ sur une diversité d'aménagements. Voilà, nous allons passer, c'est speed, hein, mais c'est un peu dense, mais le sujet est vaste et dense. Alors, des exemples concrets. À l'ERU, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je vous ai dit un mot, on a fait tout un cycle de formation auprès de formation qu'on appelait genre et ville. On a travaillé avec l'architecture qui des genres. Et ces formations étaient à destination des services communaux de la région. Donc, je le disais, c'est important aussi de sensibiliser les personnes qui travaillent directement et qui, en fait, ont un peu le dernier mot aussi sur les projets d'aménagement. Donc là, on a fait une formation interservice. C'était aussi l'occasion de se retrouver parce que souvent, chacun travaille un peu dans son service au cloisonnement, alors que là, ils sont regroupés entre le service urbanisme et le service prévention, égalité des chances. Et donc ça, c'était important aussi de croiser leur regard sur les questions de genre et ville, de leur donner des clés de compréhension pour mener donc, des projets de développement urbain plus inclusifs. Et on a aussi fait une formation spécifique aux outils de balade sensibles.
Donc ça, c'était aussi une demande de leur part de pouvoir s'emparer de cet outil qui est assez fort, donc qui est aussi un outil participatif pour créer tout un parcours pour analyser, faire un diagnostic tout simplement de in situ, de terrain avec les personnes, et aussi émettre des recommandations, un petit peu ce qu'on va vous faire travailler tout à l'heure, je ne dis pas plus. Voilà, c'était quelques chiffres. Au total, on n'a fait que 4 formations, on a touché quand même plus de 80 personnes et 17 communes à Bruxelles. J'arrive sur un autre projet phare qu'on a mené avec Habitants des Images, avec Adèle qui est ici ce soir. Donc c'est le projet Toutes dans la rue. C'est un projet où il y a eu un processus participatif qui recueillait les paroles des femmes pour partager leur expérience du vécu et donc transmettre aussi des recommandations sur les questions de genre directement aux auteurs de projets du contrat de quartier. Alors le contrat de quartier en 2 mots, parce que je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Donc c'est un programme de revitalisation urbaine qui est conclu entre la région et une commune. Et c'est notamment les quartiers qui sont situés en zone de revitalisation urbaine, donc des quartiers avec des caractéristiques sociodémographiques qui sont assez interpellantes et du coup qui ont besoin aussi d'avoir, qui visent à améliorer le cadre de vie avec plusieurs opérations. Il y a à la fois des opérations de réaménagement d'espaces publics, des projets immobiliers et aussi des projets qu'on appelle socio-économiques. Donc c'est le cas de ce projet-là, Tout dans la rue. C'est un projet socio-économique, mais qui donc c'était dans le quartier, je ne l'ai pas dit, pardon, à Jette, si on voyait sur la carte, quartier du Nord-Ouest, qui en fait a ce périmètre-ci avec des caractéristiques assez spécifiques. Donc il y a tout un tissu d'habitation, de petites maisons individuelles et des logements sociaux avec des grands espaces vastes d'espaces publics. Ce projet-là, c'était juste pour dire un mot, en fait, que ces contrats de quartier sont assez longs et donc le projet socio-économique dure 4 ans pour accompagner, sortir un peu, faire dynamiser un peu le projet tant que les projets ne sont pas sortis de terre. Donc les projets que je disais plutôt qu'on appelle briques, donc c'est les projets architecturaux pour les équipements, le réaménagement d'espaces publics. Et donc ici, nous, dans notre cadre du projet socio-économique, on a fait tout un processus spécialement pour les femmes parce qu'en fait, il ressortait le constat qu'elles étaient absentes et dans les espaces publics et aussi dans le processus participatif qui a eu lieu la première année. Donc l'idée, c'était aussi de se sentir un peu plus légitime en tant que femme dans des espaces, ma foi, très complexes à se sentir bien. Ici, on avait plusieurs objectifs, c'était appréhender ces espaces, retrouver un peu la confiance en soi, avoir une réappropriation progressive. Et en fait, on a récolté leur vécu et leurs besoins à travers plusieurs ateliers. Il y a eu plusieurs groupes de parole, des échanges avec les associations, donc qui sont vraiment des acteurs relais phares quand on doit aller vers des publics qui ne viennent pas vers nous. Donc vraiment, l'idée là, c'était d'avoir des focus group de femmes qui avaient déjà l'habitude de se voir ensemble, donc elles étaient en confiance pour parler. Et donc on a une diversité de femmes, donc des mamans, des seniors, des femmes actives et aussi surtout des adolescentes qui étaient complexes à toucher. Et alors, pour dire 2 mots, mais à mon avis je vais passer très vite, il y a eu plusieurs freins pourquoi ils n'utilisaient pas l'espace public. Bien sûr, le manque de temps, le fait aussi que les espaces n'est pas agréables et sécurisants pour y séjourner. Et elles avaient tout un tas d'envies qu'on a réussi, quand même c'est un challenge, mais on a quand même réussi à plus ou moins les intégrer grâce à ce carnet donc, de recommandations qu'on a fait, qui a synthétisé tous leurs besoins et qui était en lien direct avec les projets du contrat de quartier, donc les projets briques, qui étaient variés. Et on va voir rapidement qu'en fait on a traité ce cadre de recommandations sous 5 thématiques, avec donc créer des conditions d'une bonne visibilité, assurer la mobilité de tous et toutes, créer des lieux polyvalents en termes de fonction et de confort, garantir la propreté et les identités de lieux représentatifs, et enfin faciliter une fréquentation équilibrée. Donc ces thématiques, gardez-les bien en tête parce qu'on va vous les faire découvrir par après. Vous allez être un peu plus actifs après cette présentation. On va vous faire travailler sur ces 5 axes thématiques parce qu'en fait, ils sont assez révélateurs pour les intégrer directement des projets urbains. Je vous donne quelques exemples ici, comment les auteurs de projets sont un peu emparés de ces recommandations à travers ces projets contrats de quartier. Donc il y a eu le réaménagement d'un parvis, quelques exemples phares. Donc par exemple, ils ont travaillé sur tous les chemins, donc la praticabilité,
pour les personnes à mobilité réduite. Donc comment on peut travailler les revêtements pour favoriser ces déplacements, pour avoir aussi des espaces plus clairs et dégagés, pour avoir des espaces de séjour accueillants. Repenser aussi l'implantation de la végétation, donc ça c'est aussi important, comment penser tout ce qui est lié à l'environnement et le lier avec le genre. Donc là en fait il y avait plein de plantations qui obstruaient la vue, donc là ils sont travaillés sur des plantations beaucoup plus basses au niveau des assises. Il y avait aussi tout un revêtement imperméable pour infiltrer l'eau. Et ensuite, sur cette dernière photo, vous voyez bien, c'est aussi laisser parfois des espaces un peu libres pour à notre imagination sur les usages. Et là, on voit que ça a bien marché. Ces petites placettes qui sont directement sur rue, où les enfants voilà, sont emparés. Un gros projet ici sur le réaménagement des espaces publics. Je vous montrais tout à l'heure le quartier avec ses grands ensembles de logements et des grands espaces publics vastes mais complètement vides d'aménagement où à part des cages de foot, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ici, le studio Paula Vigano a retravaillé tout ce projet pour inclure vraiment des espaces plus équipés, plus diversifiés et de manière assez éparpillée dans les espaces publics. Il y a eu aussi toute une réflexion sur une boucle de jogging avec un revêtement différent pour essayer de favoriser aussi le sport pour les jeunes filles, pour avoir aussi des agrès voilà, qui pouvaient servir à tout le monde. Il y a eu une réflexion aussi sur les pieds d'immeubles. Donc ça, c'est aussi souvent, on retrouve dans ces grandes barres de logement des rez-de-chaussée vides qui ne participent pas du tout à la vie de la rue, de la fréquentation, et pourtant ça donne une présence assez rassurante. Donc ici, ils ont travaillé sur des rez-de-chaussée voilà, animés pour des locaux associatifs et assez transparents sur la rue. Il y a aussi toute une réflexion sur une halle abritée qui pouvait accueillir plein d'événements différents. Je vais passer assez vite. Ici, une cour d'école, c'est un projet assez intéressant puisque c'est une partie d'une cour d'école qui a été volontairement voulu être ouverte au public en dehors des heures de cours d'école. Et donc là, ça faisait office plutôt d'un petit pocket park à une autre échelle du quartier. Et en fait, les architectes ont vraiment travaillé aussi l'espace sur l'entrée. Donc il faut savoir qu'il n'y avait pas du tout de rampe déjà accès PMR ou même pas pour les poussettes, c'était que plein d'escaliers. Donc il y a eu ce travail ici. Il y a eu aussi tout un espace de socialisation à l'avant en rue, puisqu'on sait que les écoles, c'est vraiment un espace de rencontre pour les parents. Et ils ont travaillé aussi de manière un peu plus intime la partie surélevée qu'ils ont appelée les zones de câlin, donc ces petits moments un peu plus personnels. On peut voir aussi voilà, qu'en jouant avec les différents niveaux, on peut créer différents espaces de socialisation. Et aussi important, je vous montrais dans d'autres exemples, donc ils ont travaillé sur tout l'aspect environnemental pour créer des jeux vraiment liés au sensoriel, à l'expérimentation, qui va contrebalancer un peu à tous ces équipements plutôt sportifs ou de jeux à ballon qui est vraiment plus axé sur la compétitivité. Donc là, voilà, c'est aussi un travail sur un espace un peu plus expérimental et aussi plus lié à l'intime. Deux derniers projets que je voulais vous montrer pour ce contrat de quartier, c'est les maisons. Les maisons de quartier, en fait, il y en a eu deux. De base, il devait en avoir une et finalement, il y a eu le choix de la diviser en deux et il y a eu deux traitements assez différents qui sont intéressants puisque celle-ci, elle se trouvait en angle de rue, donc qui participait vraiment à une rue très passante et donc volontairement, le rez-de-chaussée, ils l'ont fait pour des activités un peu plus polyvalents avec un rez-de-chaussée très ouvert sur la rue. Et à la fois, les étages, plus on montait à l'étage, plus la façade était opaque pour accueillir, par exemple, une salle de sport. Donc ça, c'était une demande aussi des femmes lors du processus participatif où elles se disaient qu'elles n'osaient pas forcément faire du sport et qu'elles ne se voyaient pas aller dans un espace qui donnait sur rue. Donc là, les architectes ont travaillé vraiment sur le rapport à l'intime avec les étages. Et dans celle-ci, encore plus au niveau de l'intimité, ce qui est intéressant, c'est que celle-ci donne sur un intérieur d'îlot et ils ont créé donc tout ce qui était cuisine collective et une terrasse en fait au-dessus d'une crèche qui était de plein pied. Et donc ça, c'était aussi une demande des femmes d'avoir un espace pour elles, un espace où elles pouvaient faire des ateliers de cuisine, un peu à l'abri des regards. Ils ont même travaillé sur des rails avec des stores pour gérer aussi la visibilité des espaces dans ce bâtiment-là. Encore plein de petits détails, mais il y a aussi des notions d'éclairage, des notions d'accès
je ne l'ai pas dit aussi, mais dans l'autre, ils ont travaillé pareil avec un escalier à l'extérieur pour pouvoir sortir de la salle de sport vers l'extérieur sans repasser par le rez-de-chaussée qui serait très fréquenté potentiellement aussi par d'autres personnes. Donc voilà, il y a des fois, c'est vraiment des réflexions assez fines aussi sur les accès. Ça va, je ne vous perds pas 32 minutes. Encore un petit... Je finis en 2-3 minutes des autres projets où on m'a quand même demandé de montrer plein d'exemples, donc je vous en donne encore, ça va aller assez vite, mais ici on part en Autriche à Vienne, parce que je vous ai dit quand même que c'est un peu une ville pionnière, donc c'est encore le projet des Vacailles. Ça c'est intéressant pour un peu sortir sortir une autre échelle. On peut aussi penser les questions de ville égalitaire à travers un master plan, là, c'était carrément une réflexion sur l'échelle de la maille et pour avoir des déplacements assez proches, et aussi au niveau de la programmation. En fait, elle a vraiment joué un équilibre entre l'espace résidentiel, les espaces de commerce, de bureaux, les locaux associatifs, et en fait elle a créé vraiment des lieux de résidence où on peut avoir tout à proximité, même une garderie, un médecin au sein de ces immeubles d'habitation. On voit aussi qu'elle a travaillé la qualité de l'intérieur des îlots dans ces images-ci, on peut voir. Allons un peu à Paris, il y a eu aussi ce projet qui était assez fort avec l'intégration, la question du genre, c'est toutes les places, donc réinventons nos places, c'était des places vraiment qui de base étaient surtout pour la voiture, des grands ronds-points, et tout d'un coup il y a eu le défi de faire des espaces de séjour, donc là il y a eu le collectif Monumental qui ont travaillé dessus, et là ils ont travaillé beaucoup sur le test, donc c'était petit à petit, ils ont mis du mobilier, ils ont vu comment les gens s'en emparaient, s'appropriaient, et ils ont vraiment testé comme ça plusieurs assises. On voit qu'elles profitent vraiment à tout le monde, hein, avec des hauteurs différentes. Vous voyez, ça profite vraiment au plus grand nombre. On voit les personnes âgées assises ici un peu plus bas. Et aussi, un autre aspect, elles ont gravé 200 noms de femmes qui sont célèbres, mais en fait parfois méconnues. Même si celle-ci, j'ai mis assez connue quand même. Mais en fait, elles ont fait aussi un site internet qui répertoriait leur biographie. Donc ça, c'est aussi l'aspect didactique peut être aussi chouette à intégrer. Et là, on va revenir sur Bruxelles, puisqu'il y a quand même pas mal de projets assez chouettes sur les espaces publics. Toujours, finalement, intègre des processus participatifs. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est hyper important d'aller vers les gens, les questionner sur ce qu'ils ont besoin, et ça fait toujours des projets beaucoup plus, on va dire, contextualisés et répondent vraiment aux besoins de tous et toutes. Là, on le voit avec cette place qui n'était pas évidente dans son contexte parce que c'est une berme centrale entre plein de voitures, mais finalement, ils ont joué avec des petits murets, donc ça fait un espace assez ouvert, dégagé, donc on a une vue sur tout ce qui se passe, et à la fois ça délimite, donc c'est assez rassurant pour l'espace de plaine de jeu pour les enfants. Ils ont travaillé aussi sur des formes assez organiques, enfin le fait aussi de ne pas avoir des espaces de jeu genrés, ça marche aussi toujours quand on fait appel à la topographie du site ou autre. Ici un autre parc pas très loin, c'est toujours à Bruxelles, dans quartier forêt pour ceux qui connaissent, donc ça c'est un parc en intérieur d'îlot. Et là, il y a aussi un processus participatif et une réflexion sur comment on peut apporter des jeux assez variés, non genrés. Donc ici, on retrouve un mur d'expression, un mur d'escalade, le fait aussi d'avoir des tables de pique-nique ou des espaces d'assises pour les accompagnants et accompagnatrices. Ça, c'est très important aussi. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'échelle, de comment penser aussi pour les enfants. Souvent, les agrès sportifs, on voit qu'ils sont très hauts, pas forcément pour les plus jeunes. Ici, il y a vraiment un mix. Donc l'idée, c'est encore une fois de faire des espaces qui peuvent apporter une diversité d'usages. Je vais finir par quelques projets encore de places publiques. Ici, c'est une des plus grandes places à Bruxelles, en fait, la place Maurichard à Saint-Gilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas forcément eu un processus participatif avec les questions de genre, mais on voit que l'architecte a laissé finalement des espaces assez libres auxquels les personnes, de manière assez informelle, se l'approprient, et assez bien, en fait, c'est 3 plateaux. Ça, ce plateau, c'est celui du milieu, donc c'est une grande pelouse ouverte. On voit que les jours de beau temps, elle est vraiment utilisée par tout le monde. Et il y a l'espace un peu plus intime ici, en retrait avec les banquettes, qui profitent aussi à d'autres personnes qui veulent être un peu plus intimes et moins visibles.
Et le plateau du haut et du bas, c'est vraiment pour des usages plus sportifs, mais en fait ça marche très très bien. Il est occupé aussi par beaucoup d'écoles. Et ce que je voulais vous montrer avec l'image à gauche ici, où on voit les filles jouer au foot, c'est que ce qui peut être aussi bien, c'est parfois de faire appel à des associations pour animer ces places à un moment T. Ici c'était Place aux filles, donc elles ont fait le temps d'un après-midi. Et ils disaient vraiment aux garçons de arrêter le jeu de ballon. Et ça a été un peu dur pour certains. Mais en tout cas, pour vous montrer aussi que les espaces, comme je disais avant, c'est aussi les animer, c'est pas que les aménager. Donc ça, c'est un exemple. Ici, un exemple beaucoup plus récent, puisqu'il est en cours et pas encore construit, c'est la place du Nouveau Marché au Grain. Et là, pour le coup, c'est la première fois que la ville de Bruxelles intègre aussi dans son cahier de charge la notion de genre. Et il y a eu cette demande-ci. Et on peut voir, en fait, pour ceux qui connaissent, que c'est de base seulement un espace pour un city-stade, donc pour jouer au basket, au foot. Et là, il y a une réflexion où, sur la partie, voilà, sur cette partie ici, donc c'était un parking et ils l'ont enlevé pour justement favoriser des espaces plutôt de plaine de jeu ou assez mixtes, donc pour vraiment aussi ne pas enlever ce stade. Hein. L'idée, c'est pas non plus de dire on rase tous les stades de foot, c'est pas ça, mais c'est aussi varier et donc apporter d'autres usages. Et il y a aussi en processus participatif des jeunes filles adolescentes qui ont construit du mobilier et commencé aussi le fait de faire du chantier participatif, de s'approprier l'espace et d'y être. Ça participe aussi à s'approprier, comme je dis, l'espace de manière progressive, parce que peut-être qu'elles ne peuvent pas se sentir légitimes de base comme elles connaissaient cet espace qui était vraiment, pour le coup, profitait beaucoup plus aux garçons. Encore juste 2 projets, vraiment j'ai fini après ça. Donc c'est les opérations récréation, parce qu'en fait c'est aussi intéressant de se dire que les questionnements qui se retrouvent dans les espaces publics se retrouvent aussi au sein des cours d'école. Donc à savoir qu'il y a aussi une géographe du genre, Edith Marie-Jules, une Française, qui a travaillé là-dessus, puisqu'elle vraiment elle démontre que c'est dès le plus jeune âge ou dans les cours de récréation, il y a aussi souvent cette division entre les petites filles voilà, qui sont un peu recluses sur les extrémités et les garçons qui vont tout de suite plus avoir de place, parce qu'en fait ils vont faire des jeux de ballon qui vont occuper la majorité de l'espace. Et ici, il y a eu cette réflexion pour apporter d'autres jeux, comme je disais tout à l'heure aussi, sur l'expérimentation, tout ce qui est sensoriel, donc lié aussi à l'environnement. Et là, l'autre, c'était aussi des espaces par le test. Donc il y a eu des tracés tests, et finalement, ils ont construit au fur et à mesure le projet. C'était aussi participatif avec les écoles et les élèves. Donc ça, c'est super chouette. Et je finis par un projet à Namur, qui est quand même en Wallonie, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de la Wallonie, mais il y a quand même ce projet aussi. C'est l'occasion d'aller voir un peu plus. Je ne vais pas m'étendre, mais donc c'est le cœur de ville, c'est tout le projet caserne, où il y a eu un projet résidentiel, mais aussi qui mixait beaucoup d'autres programmations avec une bibliothèque, un musée, enfin c'était très varié, mais ils ont fait appel aussi à l'ASBL Garance, qui a fait toute une recherche aussi sur des recommandations sur le genre pour apporter des espaces aussi plus inclusifs, sur notamment la réflexion sur l'espace public, le parc qui est ici devant. Et voilà, j'ai fini de passer tous ces projets qui sont exemplaires et qui, j'espère, vont vous inspirer pour la suite, parce que c'est à vous de jouer. Oui, il y a une petite partie en action qu'Adèle va vous présenter, qui est... Je vais lui céder la parole, elle va vous expliquer. Il y a un outil pédagogique qu'on a créé ensemble via le projet Tout dans la rue, que je vous ai un petit peu introduit tout à l'heure. Bonjour tout le monde. J'ai combien de temps du coup pour introduire 4 minutes. Ça va. Donc du coup, donc moi c'est Adèle Jacot, je travaille pour l'association des habitants des images et donc nous on travaille entre art et social, on fait beaucoup d'outils pédagogiques. Et on s'intéresse à comment on peut changer les représentations sur notre ville et on travaille sur beaucoup de sujets différents. Et donc on a travaillé pendant 4 ans sur le projet Tout dans la rue. Et donc en particulier pour soutenir le processus participatif, donc l'interview d'une centaine de femmes dans le quartier dont vous apportez les Lise à Jette. Et on a décidé de faire en fait un
un outil pédagogique, donc un jeu de cartes qui est ici, que vous allez pouvoir expérimenter. En fait, pour rassembler tout, à la fois toutes les paroles qu'on avait récoltées et toutes les réflexions assez approfondies qui ont été menées sur ces questions, parce qu'on sentait que justement, y a besoin aussi d'outils pour pouvoir parler de ces questions, pour pouvoir sensibiliser sur ces questions et continuer à ouvrir la discussion. Parce qu'une des choses qui est très claire, Lise l'a dit, et je vais le répéter encore une fois, c'est que s'intéresser aux questions de genre et de ville, c'est vraiment faire de la participation, aller parler aux gens dans les quartiers, parce que ce que ça ouvre, c'est pas tant de dire voilà, les femmes veulent ci, veulent ça, c'est de se dire dans tel quartier, les femmes veulent ci, mais peut-être pas dans un autre quartier, et surtout, c'est aussi ouvrir vraiment une construction de la ville qui est ouverte à toutes les minorités. Et donc quand on ouvre la question du genre, c'est aussi comment mieux accueillir les enfants, comment mieux accueillir les personnes âgées, etc. Et donc, comme exemple, quand on a été appelé par la commune de Jette pour travailler là-bas, il y avait vraiment la volonté de faire des espaces publics qui soient mieux adaptés pour les filles, avec du sport pour les filles, etc. Et donc, nous, on a interviewé une centaine de femmes dans le quartier, et ce qui est ressorti de toutes ces discussions, c'était vraiment qu'en fait, les femmes, elles avaient besoin déjà d'espace en intérieur. Et donc ça, c'était un peu une surprise auquel on ne s'attendait pas. On pensait vraiment qu'on allait mettre le focus sur les espaces extérieurs, mais en fait, dans ce quartier-là, dans un sens, on n'en était pas encore là, ou en tout cas, c'était pas le besoin primaire. Le besoin, c'était déjà qu'il y ait des endroits où les femmes pouvaient se rencontrer entre elles. Des endroits aussi, par exemple, les jeunes filles nous disaient, le sport, moi, dehors, franchement, je suis pas sûre que je ferais ça. Par contre, s'il y avait une salle de sport où justement il y avait une entrée séparée, peut-être que là, je pourrais un peu plus faire de sport. Et donc, en allant rencontrer les gens sur place, en fait, on s'est rendu compte que les besoins n'étaient pas ceux auxquels on se serait attendu de la part des femmes. Et donc ça, c'est vraiment hyper important. Et donc ça, c'est une première chose. Et donc ce jeu, il regroupe à la fois aussi des thématiques assez précises que je vais vous présenter, avec des missions assez très précises sur par exemple comment choisir les assises, etc. Pourquoi ? C'est parce que quand aussi on s'est rendu compte qu'en parlant si on veut parler avec des femmes et qu'on dit qu'est-ce que vous voudriez pour que la ville soit mieux adaptée à vous, en fait des fois on ne sait pas toujours quoi répondre parce qu'on a tellement l'habitude de la ville telle qu'elle est qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les assises, c'est des choses très bêtes, mais voilà, le fait que, je ne sais pas, si on est une femme, comme l'a dit Lise, on va, dire, les hommes aussi peuvent le faire, passer pas mal de temps, pour l'instant plus que les hommes, à accompagner d'autres personnes. Donc on n'est pas là pour jouir directement des fonctions de la ville, mais peut-être pour accompagner un enfant au parc, ou accompagner une personne âgée quelque part. C'est souvent les femmes qui ont qui font ces accompagnements. Et donc, en fait, les espaces qui entourent les places de jeu, qui entourent les espaces centraux sont super importants. On peut y passer beaucoup de temps. Moi, je sais, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte de ça avant, mais en bas de chez moi, il y a une place de jeu. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps sur un banc en pierre, très froid, sans dossier. Et c'était les seuls moments où je pouvais lire parce que j'étais seule avec ma fille. Et je me suis dit, oui, si ces bancs avaient été en bois avec un dossier, ça m'aurait en fait quand même un peu changé la vie. Parce que quand on vient d'accoucher, n'est-ce pas, c'est quand même agréable de pouvoir reposer son dos. Donc, c'est un peu des petites choses très bêtes, mais que moi, j'ai passé 3 ans sur ce banc. Et puis, c'est seulement quand j'ai commencé à travailler sur ce projet que je me suis dit, oui, en fait, c'est vrai que c'est pas normal. Mais donc, des fois, on a besoin aussi vraiment d'avoir, de nous poser des bonnes questions et d'avoir des exemples pour pouvoir réagir, parce qu'on a des habitudes qui sont là. Voilà pour quelques exemples. Donc, ce jeu, il a été fait aussi et relu par des urbanistes, des architectes, et notamment aussi la Maison des femmes de Scarbeck, l'architecture qui dégenre. Et donc c'est un jeu auquel on a joué à la fois dans des contextes politiques, mais aussi de sensibilisation dans des classes de secondaire, dans le cadre d'un projet de construction d'architecture. Donc voilà, c'est assez varié. Et donc je vais vous présenter. J'avais envie de lire juste quelques citations, mais voilà, c'est un peu pour se plonger dedans. Je pense que c'est important de voir un peu des citations. Donc si c'est trop long,
Arrêtez-moi. Ouais, ok. Du coup, donc il y a 5 thématiques principales sur lesquelles on va vous proposer de travailler. Et donc il y a différentes tables qui sont ici, vous pourrez vous mettre autour des tables et analyser un espace public. Donc c'est ça la proposition du jeu, c'est de se dire on va dans un espace public ou proche d'un espace public et on va l'analyser ensemble et voir comment il pourrait être, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux l'adapter aux femmes et à toutes les minorités. Donc la question de la mobilité, elle regroupe en gros, donc ici on voit plein de personnes qui sont devant les tours en fait de logements sociaux. Elle regroupe à la fois comment on peut se déplacer dans la ville, la question de la largeur des trottoirs, des passages piétons, etc. Mais aussi de la signalisation, est-ce qu'on sait où on va? Et puis aussi parfois les frontières invisibles. Ici dans ce quartier, il y avait clairement une frontière invisible avec d'un côté les petites maisons, les logements sociaux, et donc il y avait des gens qui n'osaient pas traverser certaines rues. Et donc évidemment, c'est aussi des choses qui sont importantes à prendre en compte. Donc notamment ici, il y a eu tout un projet de signalisation, d'améliorer la signalisation de l'entrée de ces espaces publics au pied des tours. Alors, il y a un problème. Il y a 2 images, mais sur l'autre. Donc ici, on ne voit pas la deuxième image, mais donc la deuxième thématique, je ne sais pas si je peux le... Donc, la deuxième thématique, c'est l'esthétique et l'identité. Donc, en fait, on ne voit pas l'image, vous la verrez si vous êtes sur cette table-là. On s'est rendu dans un café et on a redécoré le café. Donc, oui, pardon, j'ai oublié de dire que toutes ces images ont été faites avec des habitants du quartier pour un peu occuper déjà les espaces et voir comment on pourrait les faire différemment. Donc, une des choses qui sont ressorties, c'est que les femmes disaient on n'a aucun lieu où on peut se rencontrer dans le quartier. Et du coup, on a été dans un quartier, on est venu en se disant comment on pourrait le redécorer. On a pris des nappes, des gâteaux, des jeux pour enfants, etc. Donc c'est un peu cliché, mais l'esthétique c'est un sujet un peu cliché. Et comme l'a dit Lise, il y a un peu une tendance à penser que ce qu'on fait c'est neutre, mais en fait il y a des signaux qui nous invitent ou pas. En tant que femme, en se disant si on marche dans la rue, il y a des endroits où on va voir direct. Est-ce que ça m'invite ou est-ce que ça m'invite pas? Et donc ça c'est important, et voilà, il n'y a rien à faire aussi. Ce qui ressort beaucoup des femmes, c'est les couleurs, voilà, quelque chose de chaleureux, des fois des esthétiques qui sont parfois à l'opposé d'une architecture très simpliste, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont quand même super importantes. C'est un appel, c'est un premier appel, et si on n'a pas ce premier appel, on se dit déjà, bon, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Ensuite, on a les fonctions et le confort. Donc ça, j'en ai parlé avec l'exemple des assises. Mais donc, c'est qu'est-ce qu'il y a dans un lieu? Est-ce qu'il y a un terrain de foot? Est-ce qu'il y a des sièges, des bancs? Est-ce qu'il y a des bars? Enfin voilà. Donc ça, c'est évidemment, ça conditionne énormément qui vient dans un lieu. Et une des choses qui ressort beaucoup des demandes et aussi de comment aménager un espace, c'est le fait de multiplier les fonctions et les espaces d'assises. Ça fait qu'il y a plus de groupes qui peuvent venir. Si on a une fonction centrale, elle va en général être occupée par les groupes majoritaires. Et donc plus on multiplie ces petites zones, plus on va pouvoir accueillir différents groupes. Donc ici, on est en bas des tours de logements sociaux où il y a des terrains de foot, un peu terrain vague, mais qui sont occupés par des hommes. Et donc on est venu ici avec des ados et des mamans pour occuper l'espace avec des fonctions dont elles avaient envie. Ensuite, on a la fréquentation. La fréquentation, c'est en fait tout ce qui va dans l'après, parce qu'il ne suffit pas de réaménager un espace. Si on n'accompagne pas la réappropriation d'un lieu, ça ne va pas se faire tout seul, ou en tout cas difficilement. Donc, par exemple, c'est de se dire, si on attend on se dit, ce serait chouette que des femmes viennent dans ce parc faire du yoga, je ne sais pas, il faut voir s'il est bien aménagé, mais aussi, s'appuyer sur des associations qui font des activités en groupe pour le faire. Eh bien, ça, c'est de la sensibilisation et d'amener petit à petit et de donner confiance à des personnes qui n'ont pas forcément, qui sont pas à l'aise dans des lieux pour le faire par elles-mêmes. Ça, c'est vraiment important.
voilà, ici au bas des tours, il y avait la question de remettre des animateurs qui étaient là pour les enfants, mais aussi un peu pour gérer la situation, de voir que les espaces de jeu ne soient pas que pris par les garçons, etc. Donc l'accompagnement après, il est vraiment aussi à penser si on veut changer les habitudes. Et enfin, il y a la visibilité qui est un thème vraiment important et un peu, je vais dire, double, puisque d'un côté, pour la sécurité, il y a un sentiment d'insécurité beaucoup plus fort chez les femmes et de manière générale chez les minorités dans la rue. Le fait de faire des espaces qui soient où on peut facilement demander de l'aide, où il y a de l'éclairage, donc penser la visibilité quand on circule dans un espace, c'est vraiment très important. Et en même temps, la visibilité, il a aussi son pendant dans l'autre côté, c'est, comme je vous ai dit, beaucoup de femmes dans ce quartier disaient on a besoin de lieux intimes. Pourquoi ? Parce qu'aussi les femmes sont malheureusement beaucoup plus regardées. On a beaucoup plus vite tendance à recevoir des jugements en fait, de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et donc le fait de pouvoir créer aussi des espaces qui soient en intimité, où on n'est pas exposé sur la place publique, c'est d'autant plus important pour les minorités. Donc voilà, c'est un peu double, mais c'est un thème vraiment qui ressort énormément dans des conditions de pourquoi est-ce qu'on va ou pas dans un espace. Voilà, donc ça c'est les 5 thématiques. Donc je voudrais encore juste dire, donc on va vous proposer de travailler ici sur un espace que tu vas présenter. Et voilà, et je voulais aussi dire que si vous en avez envie, nous avons encore des exemplaires du jeu qu'on met en vente au prix de l'impression. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Voilà, donc c'est avec des cartes et avec un livret d'explications.